Bonjour. Merci vraiment beaucoup à Jean Détier pour cette introduction historique qui a été vraiment fascinante, passionnante. Et donc, on va vous parler, nous, de Cycleterre, merci, qui est donc un projet qui est en cours depuis 2017. Et donc la présentation, tout simplement, elle va être déroulée en 3 parties. Tout d'abord, l'idée de Cycleterre en 2017, une idée avec laquelle nous avons postulé à l'initiative urbaine innovante UIA, donc un fonds européen. Ensuite, on était retenu, donc entre 2018 et 2020, l'idée de départ s'est confrontée à la réalisation. Et puis aujourd'hui, on est à quelques mois de la fin du projet, et donc on peut commencer à tirer quelques enseignements de ce parcours. Et donc, effectivement, nous avons le pilotage du projet s'est fait un peu de façon bicéphale, et donc la présentation aussi va se faire à 2 voix. Et donc, je passe la parole à Magali pour commencer. Bonjour tout le monde. Donc en effet, pour commencer, moi je vais présenter un peu comment est née l'idée. La plupart des gens nous posent en effet cette question parce que c'est un projet assez atypique dans le paysage. Donc comme toutes les idées qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vraiment une rencontre à la fois de personnes, d'événements, de situations, donc illustrées par ce réseau de flèches. Donc je vais revenir simplement sur quelques points, évidemment pas tous. Donc d'abord un élément clé qui est une exposition, là encore, donc pas celle de 1982 que j'ai pas pu voir, mais en tout cas celle de fin 2016. Terre de Paris, donc qui s'est déroulée au pavillon de l'Arsenal et qui a été vue déjà par beaucoup de monde dans le domaine de l'urbanisme et qui était vraiment marquante, là aussi, hein, comme celle de 82. C'était une sorte de coup de tonnerre en disant mais on redécouvrait le fait qu'avec la terre, on pouvait faire des matériaux. Donc c'était vraiment un point clé de s'apercevoir de ça, donc qui était une réalité, comme on l'a vu, multimillénaire, mais qui était complètement sortie des radars. Un deuxième point clé dans l'émergence de ce projet, c'est une opportunité de financement. Donc l'Europe avait lancé l'année d'avant, en 2015, un fonds d'investissement dédié à l'innovation qui s'appelle... donc là, c'est symbolisé par UIA, ça veut dire Action Innovante Urbaine. Et il y avait une deuxième session qui arrivait fin 2016 aussi, et dont l'une des 3 thématiques était l'économie circulaire. Donc, notamment le fait de prendre de la terre excavée et d'en faire un matériau, ça rentre dans le champ de l'économie circulaire. Et c'était une opportunité de financement tout à fait singulière dans le paysage des appels à projets, parce que c'était un taux de financement non seulement très élevé, ce qui est très rare, de 80%, et en plus qui prenait en compte l'ensemble des dépenses mises en œuvre pour faire un projet. Donc double rareté et une opportunité vraiment unique. Le troisième point, c'était voilà, l'existence d'un projet d'aménagement sur lequel Grand Paris Aménagement était positionné à Sevran, avec 2 caractéristiques principales. Déjà, Sevran héberge 2 gares du Grand Paris, donc 2 gares avec le linéaire de gares, donc ça veut dire beaucoup de terres excavées, un gros potentiel. Et par ailleurs, avec des ambitions écologiques assez marquées, et donc une nécessaire réflexion sur qu'est-ce que une construction avec moins d'impact qui peut préserver à la fois le bien-être des habitants et également la biodiversité. Alors, il faut dire que le nom Terre d'avenir n'était pas du tout lié à l'époque à un éventuel usage de la terre, parce que ce n'était pas encore explicité et conscient, mais peut-être qu'inconsciemment, il y avait déjà ça. Et donc, de ces rencontres dont parlait Magali, est née cette idée de projet qui est très simple. C'est une idée de restauration du cycle de la matière. On commence évidemment par l'excavation des terres, non pas des terres de carrière, mais plutôt des terres de déblai, donc un sous-produit de l'activité d'aménagement et de construction. Et puis, on doit aller chercher ces terres, les sélectionner, les stocker, les sécher. Et puis, elles passent à la phase 3, à la production. Et in fine, elles sont mises en œuvre dans le bâtiment. Et s'il n'y a pas d'adjuvant chimique au moment de la mise en œuvre dans le bâtiment, au moment de l'éventuelle démolition du bâtiment, la terre redevient de la terre, donc il n'y a pas de production de déchets. Et donc on peut dire que la boucle est vraiment bouclée.
Si on n'était pas dans un contexte d'innovation, le métier de cyclotaire, ça serait de faire uniquement ce qui est représenté avec le numéro 3, c'est-à-dire produire des matériaux. Mais de fait, on a eu besoin de s'occuper de tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval, parce que les filières n'étaient pas encore suffisamment structurées. Donc l'excavation des terres, le 1, évidemment, elle se fait aussi notamment en volume, mais il n'y avait pas encore de système pour aller capter cette ressource et pour la valoriser, notamment pour la construction. Et derrière, la mise en œuvre dans le bâtiment, elle ne peut se faire que s'il y a des professionnels compétents. Et il n'y en a pas encore suffisamment aujourd'hui, notamment en Île-de-France. Il y en a peut-être plus en France métropolitaine, mais pas beaucoup en Île-de-France. Et donc, en ce faisant, avec ce cycle de la matière, on s'attaquait à plusieurs enjeux. Donc, celui, tout d'abord, de la valorisation des déblais qui est à l'honneur de ce colloque, sachant que la réponse de Cyclotaire n'est pas tellement une réponse quantitative. Donc, on n'est pas dans de la valorisation volume, on est plutôt dans de la valorisation matière, donc plutôt sur du qualitatif. Parce qu'effectivement, ce que nous comptons faire, c'est de produire des matériaux pour la construction. Sachant que ça nous permet d'avoir une double réponse, parce que la terre pour la construction, elle a à la fois des caractéristiques qui sont mesurables et quantifiables, en termes d'impact sur l'environnement, en termes de performance des matériaux, et en même temps, on a aussi des qualités qui sont perceptibles et sensibles, et dont les usagers peuvent bénéficier. Et ça me renvoie à la citation d'Edgar Morin qu'a fait Jean Détier tout à l'heure. Et donc, voilà, on a trouvé vraiment avec ces matériaux à la ville de Sevran quelque chose de très intéressant. Cette image montre la possibilité d'utiliser la terre, comme il a été dit précédemment, en complément d'autres bâtiments, d'autres matériaux, comme une structure bois ici. C'est un très beau bâtiment qui a été construit par l'atelier Philippe Madec près de Toulouse. Et une autre catégorie d'enjeux qui était vraiment importante pour la ville de Sevran, pour tout territoire, est celui de la création d'emplois, de la formation. Et donc le fait de travailler sur le sujet de la terre permettait de développer une nouvelle filière d'emploi qui attire vers le BTP des publics qui autrement ne s'intéresseraient pas à ce type de métier, y compris des femmes d'ailleurs. Donc c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous à la ville. Et une autre chose qui était importante, c'était l'idée de pouvoir avoir une création de valeur très locale, donc un modèle spatial et économique très intégré. Nous avions prévu à l'époque d'avoir, à côté du chantier de la gare Sevran-Livry, à Sevran, donc une gare du Grand Paris Express, sur le site d'excavation, avoir en même temps la partie de préparation de la terre et la partie de production. Ce sont les numéros 1 et 2 et 3 sur le plan. Et ensuite, la mise en œuvre dans le bâtiment allait se faire dans un périmètre très restreint lui aussi, qui est montré par le numéro 4. Donc on était vraiment dans un modèle spatial intégré, compact, et avec une ligne mobile très légère, une ligne de production mobile et légère au service d'un projet. Et la ville donc était elle était très enthousiaste à l'idée de se lancer dans ce projet, de candidater à ce fonds européen. Et donc les élus étaient prêts à ce que le portage de l'investissement du lieu de production soit fait par la ville, donc par le biais d'une délégation de services publics pour l'exploitation. L'administration était un peu moins enthousiaste parce qu'il y avait quand même des craintes du point de vue de la possible explosion du budget et aussi du point de vue de la responsabilité juridique, même des compétences juridiques, sachant que la collectivité, c'est pas forcément son métier que de produire des briques. Donc la suite de cette idée et de ce dossier, ça a été d'être retenu par l'Europe. Donc c'était une vraie surprise. Le stress a commencé à monter à l'été quand on a été dans la shortlist des projets. Et puis le stress est devenu réalité quand en octobre, ils nous ont dit qu'on était retenus. Donc parmi 280 projets qui avaient été déposés dans toute l'Europe, il y en a eu 15 de retenus et 5 en économie circulaire. Donc c'était assez incroyable, hein, pour tout dire. Voilà, on n'y croyait pas forcément au départ, donc c'est une très grande nouvelle. Donc on a été à Bruxelles et c'était un moment assez fort.
Donc autour de la ville, dans cette candidature initiale, 11 partenaires, donc avec plutôt sur la gauche tous les partenaires compétents en matière de terre crue, en haut à droite plutôt les maîtres d'ouvrage, au milieu la collectivité qui est au sens de l'Europe vraiment la garante de la réussite du projet et l'interlocuteur officiel de l'Europe. En bas à droite, tous les labos de recherche qui vont travailler notamment sur les questions d'impact sur le fonctionnement des villes quand on construit en terre. Et en bas, l'association d'insertion et de formation qui travaille avec la ville de Sevran. Donc une autre caractéristique du projet européen, c'est que ça dure 3 ans et pas une minute de plus. Donc s'il y a des retards, de quelque origine qu'ils proviennent, absolument impossible de négocier une minute de plus pour le projet. Donc c'est un délai extrêmement contraint et donc une avancée de projet extrêmement rapide. Un financement donc déposé pour 6 millions 100 avec 4 millions 900 de subventions européennes, avec différents axes, donc à la fois évidemment l'aspect production qui constitue vraiment le cœur de la dépense, mais évidemment toutes les notions de certification de matériaux, des questions de formation comme on l'a vu, d'élaboration évidemment du process industriel et des produits, avec évidemment une partie pilotage et communication relativement conséquente, car comme on l'a vu, nous étions de nombreux partenaires. Donc maintenant, on va parler de la réalisation. Donc l'idée, c'est pas de tout regarder parce qu'on n'a pas le temps ce matin, mais en tout cas de mettre en exergue quelques points dont la réalisation n'a pas été telle que c'était prévu au départ. Donc pour commencer, la question de la ressource. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de terres excavées en Île-de-France, on a même fait des schémas, beaucoup de terres, mais finalement quasi impossible, en tout cas en début de projet, d'avoir accès à cette terre, parce que les experts de la terre de l'équipe ont besoin de toucher le matériau, parce que les strates géologiques qu'on connaît ne suffisent pas pour dire est-ce que c'est une granulométrie fine, épaisse, et pour avoir ces carottages, ça a été vraiment on a mis très longtemps, en fait. On a mis 1 an et demi, ce qui nous a conduit à choisir finalement les produits et à les décider sans avoir encore touché le type de terre qu'on avait. Le deuxième point aussi, c'est qu'on avait prévu au départ un modèle en effet très intégré. La terre sortait de la gare, elle était excavée, 50 mètres plus loin, elle était transformée en matériaux, et 100 mètres plus loin, elle était mise dans la ville. Donc c'était dingue. C'était merveilleux. Et bon, finalement, il s'est avéré qu'une fois qu'on a pu toucher la terre, elle était hyper humide. Et le produit qu'on avait choisi, il fallait de la terre pas humide. Donc du coup, il fallait qu'elle sèche, et qu'elle sèche relativement longtemps. Du coup, on a dû changer en effet ce schéma extrêmement rapproché par un schéma avec un peu plus d'espace tampon. Et donc effectivement, en changeant de schéma, la question du foncier est devenue vraiment déterminante, structurante dans le projet, et en même temps c'est pas du tout surprenant à la région parisienne. On a dû chercher un autre site et on a dû changer un peu de logique de projet. Donc on n'était plus sur une ligne dédiée à un chantier, donc une ligne mobile au service d'un projet. On était plutôt sur un site de production qui se pérennisait et qui se mettait au service d'un projet de territoire. Donc c'était tout aussi intéressant pour la ville de Sevran, évidemment. On pouvait avoir des liens des liens avec plusieurs chantiers d'excavation, avec plusieurs projets d'aménagement, aussi avec plusieurs acteurs économiques. Et en fait, le site qu'on a trouvé avait une taille qui permettait non seulement d'avoir une partie de production, mais aussi d'avoir une partie formation et démonstration. Et donc c'était un peu un lieu vitrine. Et c'est dans cette optique que les architectes ont conçu le lieu, en tirant parti aussi de la biodiversité qu'il fallait préserver du site, et qui est devenue d'une contrainte, en fait, est devenue vraiment une richesse pour ce bâtiment. Sauf que il y a eu une modification du PLU, une procédure qui s'est mal passée. Nous avons eu un rapport défavorable, un avis défavorable du commissaire enquêteur. Je souhaite insister sur le fait que c'était vraiment pour des raisons conjoncturelles, qui étaient liées en partie à un vice de procédure, parce que globalement, la réception du projet par les habitants de Sevran est bonne, voire plutôt très bonne.
Et donc, ça me semble important de le dire parce que ce ne sont pas forcément des raisons qui seraient transposables, qui se retrouveraient sur un autre site, et y compris sur ce même site, à un autre moment, on n'aurait pas eu le même résultat. Toujours est-il qu'en 2019, on se retrouvait à 18 mois de la fin du projet à devoir retrouver un site et donc quasi recommencer à zéro. Et donc, ça n'a pas été indolore parce qu'on a trouvé un site, vraiment 2-3 semaines, mais on est passé de 10 000 m² à 2500 m². Donc, vous pouvez imaginer que ça a été déjà les architectes, les concepteurs, les experts de cratères à Mako ont dû faire appel à toute leur intelligence spatiale et logistique pour rester dans des volumes de production assez conséquents pour avoir un impact en Île-de-France. On est sur 10 000 tonnes à peu près de production par an. Et en même temps, voilà, il fallait faire avec la surface qu'on avait. Donc, il y a eu des choix, je vais en reparler, des choses qu'on a dû abandonner. Mais rétrospectivement, je pense qu'il y a quand même un intérêt à ce changement de site, sous 3 aspects principalement. Tout d'abord, du point de vue du budget, le fait d'être sur une surface plus petite, de fait, ça nous a permis de rester plus proche du budget initial et de moins s'élargir. Deuxièmement, l'échelle démonstrateur de cette fabrique, sur 2500 m², est plus facilement réplicable. Dans l'initiative UIA, vraiment, il y a une notion de tester une solution pour la répliquer ailleurs. Et si on était resté sur 10 000 m² de surface, ça aurait été plus difficile de trouver en région parisienne, en région dense, 10 000 m² pour faire une fabrique. Alors qu'avec 2500 m², c'est beaucoup plus facile à caser. Et troisième raison, du point de vue territorial, des liens avec le territoire de l'intégration urbaine, du point de vue économique, social, c'est beaucoup plus intéressant ici parce qu'il y a un tissu économique et social autour qu'il n'y avait pas de l'autre côté. Mais voilà, comme je le disais, il y a quand même eu des choses auxquelles on a dû renoncer, et notamment le fait que la partie de stockage, tri et préparation de terre ne pouvait plus se faire sur le même site. C'était impossible par manque de place. Et c'est là est entré dans le partenariat ECT, avec qui on avait déjà des relations plus informelles, et à qui nous avons proposé de rentrer officiellement dans le portage du projet UIA pour prendre en charge cette partie de stockage et préparation de la terre. Et donc ECT a pu nous proposer un site vraiment à proximité de Sevran, dans la ville de Vaujours. Ça nous a amené à nous réinterroger sur un peu la bonne échelle territoriale de ce projet. On voulait être dans une boucle locale, et vous imaginez que pour une commune, en fait, la boucle locale, elle est forcément au sein des limites communales, mais ce n'est pas forcément la bonne échelle, l'échelle pertinente en termes de flux économiques, de bassin d'emploi, aussi de flux de transport et d'émissions carbone, tout simplement, parce que le site qu'a trouvé ECT, il est juste 5 km de la fabrique à Sevran, donc vraiment ça reste très pertinent et vertueux. Et à cette même époque où effectivement ECT est rentré dans le partenariat pour porter l'investissement du centre de préparation de la terre, on a eu un autre changement, toujours du point de vue de l'investissement, qui concernait plutôt la fabrique. Oui, donc ici c'est le portage de l'investissement. Donc l'idée c'est aussi d'illustrer la mobilité du partenariat et le fait que les différents membres du partenariat ont finalement été explorer des métiers qui n'étaient pas le leur au départ. Donc le portage initial c'était par la ville de Sevran, comme l'expliquait Sylvia. Le fait est qu'après une étude juridique, il a été montré que qu'il y avait une incertitude sur cette compétence que prendrait la ville à produire des matériaux, et donc une fragilité sur la pérennité de cette fabrique. Donc c'était pas forcément pertinent que ce soit la ville qui porte. Et puis voilà, petit à petit, un des partenaires, donc Quartus, qui au départ était dans le projet comme maître d'ouvrage test, qu'on devait aider à intégrer la terre crue et à concevoir avec de la terre crue pour de futurs projets, a finalement pris une place tout à fait centrale, qui était celui de porter l'investissement, donc à la fois celui du bâtiment qui est lié à son métier, mais celui également de porter toutes les lignes de fabrication. Deuxième mobilité dans l'équipe projet, ça a été la question de l'exploitation. Une fois qu'on a un outil de production, il faut évidemment le faire tourner. Donc l'idée de départ, c'est de déléguer cette exploitation à un exploitant installé. Plus le projet avançait, plus l'équipe projet était soudée et plus l'équipe affirmait
vraiment ses intentions et à la fois écologiques et sociales très singulières et puis de manière très marquée. Puis il apparaissait compliqué de céder ça à une personne extérieure qui n'aurait pas été dans le projet depuis le début et qui n'aurait pas participé à toutes ces discussions et à tout ce socle qu'on peut qualifier d'idéologique. Et donc finalement, assez naturellement là aussi, une partie des membres du projet a décidé de se constituer en société qui deviendrait l'exploitant en fait de la fabrique. Et de manière aussi assez naturelle, l'idée c'est que c'est pour prolonger en fait le fonctionnement du projet, c'est que ce soit une société de type coopératif. Un autre point où il a fallu aller plus loin que ce qu'on imaginait dans l'idée de départ. Dans l'idée de départ, on produisait des matériaux et puis les gens achetaient des matériaux. Hein, c'était très simple. Dans la construction, évidemment, on ne s'arrête pas aux matériaux. On parle de système constructif, donc une alliance de matériaux qui joue une fonction dans le bâtiment. Donc il a, là aussi, assez tôt dans le projet, il a fallu se dire mais vers quel système constructif on va et quel système constructif serait intéressant pour les clients. Donc là, il a fallu avoir des groupes de travail avec des bureaux d'études, des économistes, des maîtres d'ouvrage pour dire mais qu'est-ce que vous seriez capable, vous, de mettre comme système intégrant de la terre crue. Une fois que ces systèmes ont été choisis, il a fallu les valider, donc là aussi c'était prévu de faire des essais de validation pour aboutir à des certifications. Par contre, on n'avait pas imaginé la complexité du processus. Parce que c'est pas un catalogue qu'on ouvre avec un certain nombre de tests à réaliser. Il faut inventer soi-même les tests sans être jamais sûr que ce soit les bons tests. Après les faire prévalider sans qu'on ait de réponse, les faire un dossier qui après sera peut-être démonté au final. Donc c'est un processus extrêmement complexe, très incertain. Donc on est très heureux d'avoir réussi à obtenir notre première ATEX, l'autorisation d'expérimentation de niveau A pour les cloisons, donc le mois dernier. Il nous en reste encore 2 à obtenir, donc on espère que ce sera le même succès. L'autre point clé au départ, c'était la question de la formation. Donc il y a eu pas mal... on va le voir juste après, d'évolutions de budget qui ont fait qu'on a dû un peu réduire les ambitions de départ, mais finalement, malgré tout, rester quand même très axé sur ce point-là et multiplier les canaux de diffusion. Donc là où on avait plutôt prévu des formations présentielles plus classiques, là on a vraiment visé assez large, sachant qu'en plus on était en confinement, donc tous les événements publics qu'on avait prévus évidemment n'ont pas eu lieu. Donc on a utilisé les outils comme tout le monde, hein, de webinaires, de réponses à des questions, de fiches pédagogiques. Et le dernier né qui date d'il y a quelques jours, qui est le guide concepteur, donc une somme assez fascinante pour comprendre ce que c'est les avantages de la terre crue et comment on conçoit avec. Évidemment, ça épuise pas le sujet parce qu'il y a des millions de livres, mais en tout cas, avec ça, c'est une bonne base pour démarrer. Après, on avait aussi prévu de former les entreprises. Donc là, on a découvert pendant le projet qu'en fait, les entreprises, elles sont occupées. Hein, elles ont beaucoup trop de travail et du coup, faire des formations sans avoir de chantier, ça les intéresse pas, elles n'ont pas le temps. Donc il a fallu imaginer d'autres procédés, donc notamment la formation sur chantier, qui là a priori est acceptée et convient, sachant que les produits qu'on a choisis sont des produits quand même très simples à mettre en œuvre. Du coup, une formation de quelques jours suffit pour les mettre en piste. Et puis après les guides de pose traditionnels aussi qui leur expliquent les caractéristiques du matériau. Et donc, dans les points qu'il était obligé qu'ils évoluent, les évolutions inévitables, il y avait évidemment le budget. Il y a des postes du budget qui ont diminué.
Parfois parce qu'on a pu optimiser, en fait, mutualiser les ressources avec d'autres partenaires, comme pour les FDES, les fiches déclaratives environnementales et sanitaires. Pour la communication et le pilotage, on a un peu optimisé et puis on a aussi beaucoup bénéficié d'une couverture médiatique sans qu'on la sollicite forcément. Donc ça nous a facilité la tâche. En revanche, il y a des postes qui ont augmenté et c'est notamment tout ce qui a trait à l'investissement, et notamment l'investissement le bâtiment, donc vraiment le bâtiment et le process industriel. Il y a deux raisons principales pour cette augmentation des coûts. Donc tout d'abord, on est passé de la ligne mobile très légère adossée à un chantier dont je parlais au début, à un site de production pérenne qui accueille du personnel en permanence, qui vit et qui aussi est intégré dans l'urbain avec des contraintes acoustiques importantes. Donc il est inévitable que les coûts augmentent. Et deuxièmement, pour ce qui est de la conception du bâtiment et du process, et de la conception du process industriel, on l'a fait 2 fois parce qu'on a changé de site à mi-chemin. Donc de fait, une très bonne partie du travail a dû être faite 2 fois. Donc au final, on s'en sort pas trop mal parce qu'on est passé de 6,1 millions à 6,5 millions au total. Et on a pu compléter les recettes par de l'aide régionale, par de l'aide du PIA et par un partenariat avec INLI. Mais en même temps, si on a pu rester assez proche du budget initial, c'est aussi parce que nous avons dû renoncer à certains postes de dépenses. Et celui où effectivement, qui était un peu plus douloureux, c'était le fait d'abandonner, en tout cas dans un premier temps, la ligne de production extrudée. Les panneaux extrudés étaient le matériau le plus innovant de notre candidature initiale, de notre projet initial. Et en fait, c'était tellement innovant que vous voyez dans la photo de gauche quel était le point de départ. Donc il y a eu quand même un travail de recherche, de développement réalisé par Amaco très important pour aboutir à ça. Mais le moment où nous avons dû effectuer des arbitrages budgétaires, ce travail n'était pas encore complètement abouti, on n'était pas prêt pour déposer une ATEX, et donc fatalement c'est ça qui est passé à la trappe. Ceci dit, aujourd'hui, grâce au partenariat avec INLI notamment, le travail de recherche a continué. Donc aujourd'hui, nous avons un matériau qui est prêt pour être mis en œuvre, et donc nous avons postulé cette année à des fonds du plan de relance avec l'espoir d'acheter la ligne et de passer à la mise en œuvre en 2022. Et donc, en ayant renoncé, en tout cas dans un premier temps, à la ligne extrudée, nous nous sommes concentrés sur la maçonnerie BTC, donc sur la photo de gauche, des blocs de terre comprimés avec leur mortier intercru, à de la terre formulée pour de l'usage sur chantier comme du pisé ou du torchis, et aussi à des enduits. Et dernier élément qui a évolué de façon inattendue, et on va dire grâce au Covid, c'était le planning. Magali a dit que le planning ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas avoir même un seul jour de plus. Et en fait, le Covid, la crise sanitaire, nous a donné la possibilité, une ouverture de la part de la Commission européenne pour négocier un délai supplémentaire pour le projet. Et donc aujourd'hui, en juillet 2021 bientôt, nous avons la livraison du bâtiment qui est prévue avec l'installation des machines qui va se faire au mois d'août et en septembre, le début de la production commerciale. Et donc on en est à la toute fin du projet. La fin officielle du projet IA, c'est le 31 octobre. Et donc voilà, on est prêt aujourd'hui pour en tirer quelques enseignements. Donc parmi les quelques points qu'on voulait mettre en avant, c'était la question du fonctionnement de l'équipe. Donc on était une grosse équipe dans les autres projets UIA. J'avais regardé, c'était plutôt 2-3 partenaires, les foufous plutôt 4. Donc nous on était 12 et puis après 13. Donc c'était vraiment beaucoup. Donc le bilan de ça, c'est que déjà ça a super bien fonctionné et que en fait ça a été une richesse vraiment extraordinaire d'avoir tous ces gens. Alors déjà une richesse humaine, parce que au final les gens qui sont restés dans la candidature et qui ont pu déposer la candidature européenne, il y a eu une grande sélection parce que c'était un temps très réduit avec une masse de travail à accomplir énorme, donc il fallait déjà être vraiment très très sensibilisé au sujet de la terre, de l'écologie, du changement de modèle. Donc par rapport aux postulants de départ, les postulants d'arrivée étaient vraiment les plus motivés, les plus convaincus et même au niveau personnel.
Donc je pense qu'en termes de fonctionnement de projet, ça a vraiment facilité aussi que ce soit vraiment des gens impliqués et pas seulement des entités qui trouvent le projet intéressant. Ça a notamment donné lieu, notamment en début de projet, à des calages en fait sur quel est le monde qu'on imagine. Enfin, c'était des discussions philosophiques, donc ce qui est assez singulier dans le monde du travail. C'est rare qu'on parle pendant 1 heure de qu'est-ce que c'est le sensible, notre rapport à la matière, comment on arrive à infuser l'écologie dans notre façon de vivre. Enfin voilà, c'était des questions vraiment de fond et qui ont permis de mettre tous les partenaires au diapason et vraiment de partager un fond, un socle commun très fort en fait. La deuxième richesse, c'était que comme il y avait 13 partenaires dans des domaines relativement disjoints, on avait 13 sphères d'influence différentes et c'est sûrement grâce à ça qu'on n'a pas eu au final besoin de faire tellement de communication du projet parce que chacun dans sa sphère en parlait. Et finalement, voilà, les gens ont été au courant de ce projet quand même très rapidement, alors que nous, on avait un budget communication qui fait souvent rire. Hein. On dit, tiens, on a 5 000 € pour faire une campagne de pub pour 2 ans. Bon, voilà, les gens trouvent ça rigolo, mais ça a marché malgré tout, donc parce que grâce à ces réseaux. Et puis le troisième point, c'était vraiment le fait d'avoir un ensemble à la fois de compétences, de profils, même de géographie, très, très différentes, qui ont permis vraiment de venir à bout de problèmes complexes. Enfin, Sylvia parlait du permis de construire, pour trouver un nouveau site. Enfin, et refaire un permis de construire en 1 mois et demi, enfin, c'est refaire toutes les lignes de production, je pense que c'est du jamais vu, même si j'ai pas étudié la question en profondeur, mais en fait, voilà, tout le monde se mettait autour de la table, chacun disait qu'est-ce qu'on peut faire. Tout le monde était prêt à sacrifier un bout de son précaré pour essayer d'aboutir au fait d'arriver à la réalisation, parce que tout le monde voulait que ça se réalise. Les gens n'allaient pas dire tant pis, moi je garde mon bout de ligne et tant pis pour le projet. Personne n'a jamais pensé ça. Et tout le monde mettait son cerveau à disposition du projet pour que ça marche. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Et au centre, la collectivité. Donc ça aussi, je pense que c'est vraiment intéressant et un point de l'Europe qui a insisté pour que la collectivité soit pilote. Parce que voilà, c'est la définition aussi du bien commun, garant de ce qu'on va produire va servir globalement à la collectivité. Je pense que c'était vraiment hyper important. Donc la collectivité à la fois acteur et aussi médiateur sur ces sujets de biens publics. Et de mon côté, je voulais souligner d'autres aspects. Donc tout d'abord, le revers de la médaille de ce que Magali a parlé de l'implication personnelle des acteurs qui étaient autour de la table, et notamment en comité de pilotage. Le revers de la médaille, c'était que ces personnes ne sont pas toujours placées au poste décisionnaire de leur organisation. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Et donc, ça n'a pas empêché le projet de se faire, et même, a priori, de bien fonctionner. Mais en même temps, je pense qu'on aurait pu avoir à certains moments un déverrouillage de certaines situations, et notamment un effet de levier, un impact plus fort, si à chaque fois les décideurs des organisations étaient impliqués personnellement. Et je le dis parce que je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans des groupes de travail qui ressemblent plusieurs organisations sur une thématique commune, donc un bien commun, comme disait Magali. Mais dans lequel chaque organisation sort un peu de son cœur de métier. Et donc, il y a ce revers de la médaille. Un deuxième aspect est le fait qu'on n'a pas tellement eu de jeu de pouvoir au sein de ce partenariat. Et je pense que c'était en partie lié au fait que, justement, on appartenait à 13 organisations différentes et que donc, parmi nous, il n'y avait pas d'enjeu, par exemple, d'avancement de carrière, par exemple, d'élection, comme si ça avait été le cas d'une assemblée d'élus, par exemple. Et ça me fait faire une référence à la Convention citoyenne pour le climat, où des citoyens ont pu coopérer de façon très poussée. Je pense aussi parce que derrière, il n'y avait pas d'enjeux électoraux, par exemple. On a parlé de l'apport d'IA en termes financiers.
effectivement, c'est indéniable, c'était un déclencheur du projet. L'idée existait déjà, mais sans ce financement, il n'aurait pas pu se concrétiser. Mais je trouve que nous trouvons qu'IA a été vraiment formidable aussi en tant que méthode. Il y a ce formulaire de candidature horrible qui fait une centaine de pages à remplir. C'est beaucoup Magali qui s'est collée. Et en fait, moi-même, je le trouvais très fastidieux. Devoir imaginer avec 3 ans d'avance ce qu'on allait faire exactement. Dans le détail, c'était effectivement un peu lourd. Mais maintenant, c'est vrai que, ça sélectionne à l'entrée. 2, ça légitime le pilotage de personnes, donc dans ce cas notamment Magali, qui ont porté la candidature. 3, ça permet d'avoir une répartition du budget et des tâches qui est extrêmement claire et validée par tout le monde. C'est beaucoup plus détaillé que ce que vous pouvez voir ici. On a vraiment un document hyper précis sur qui fait quoi et avec quel budget. Et donc ça permet d'avoir un cadre commun qui est évolutif. Donc l'Europe permet de la souplesse, donc il est tout à fait possible de discuter et de faire évoluer des choses, mais le fait d'avoir une base commune validée par tout le monde donne vraiment un très bon socle pour la négociation. Et in fine, la question des délais, qui était certes contraignante, mais qui a aussi impulsé une très forte dynamique. Et donc ça a permis à certains moments de prendre des décisions de façon extrêmement rapide, parce qu'on savait qu'on n'avait pas le temps de faire autrement. Après encore 2 derniers points, donc un constat finalement après 3 ans de projet et alors qu'on est dans un monde qui est en train de changer, on le perçoit assez fortement. Cette année, c'est pas pareil qu'il y a même 1 an ou 2. Donc il y a parce que voilà, comme on le sait, il y a des ressources qui viennent à manquer. Il y a aussi des nouvelles réglementations. Et donc, ce qui est finalement dommage, c'est que dans toute cette évolution, ce chamboulement qui est en train de se mettre en œuvre, la Terre, elle n'est pas forcément au cœur de tout, et notamment dans des labels qui sont assez structurants, notamment pour des aménageurs. Il y a eu une segmentation qui a été faite, biosourcée, géosourcée, qui est pas pertinente parce qu'a priori, voilà, la Terre, elle va avec les autres matériaux. On a vu tout à l'heure des architectures, des structures bois, la terre est mélangée avec des fibres aussi, ça va ensemble, donc c'est dommage que ça ait été séparé, donc on espère que dans le futur ça reconvergera, parce que ce genre de séparation qui au départ n'ont pas forcément dû être pensées, ça a dû se faire comme ça, mais en fait ça peut avoir des impacts assez forts, alors que la terre a plein d'atouts, et notamment quand elle est utilisée avec les autres matériaux. Enfin, le dernier point, c'était sur la question de la taille, de l'échelle de production. Donc l'idée du projet, c'était de ne pas être dans l'artisanat, comme on voit en bas à gauche, et c'était de ne pas être non plus dans l'industrie traditionnelle avec des zones de fourniture très élargies. Nous, là, pour nos fiches d'empreinte environnementale, on est limité à un périmètre de 40 km autour de la fabrique. Donc on est vraiment sur une petite zone de production. Donc sur des modèles économiques traditionnels, on peut dire que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous l'ont dit, les personnes qui nous ont aidés sur le business model, etc., en disant normalement, quand on développe une activité, l'alpha, l'oméga, c'est le mot m'échappe, c'est l'échelle. Enfin, l'économie d'échelle, voilà, c'est ça. Donc là, en fait, on a conçu une production. On a eu du mal d'ailleurs à trouver des machines qui produisaient pas des millions de tonnes à la seconde. Donc il a fallu trouver une échelle de production adaptée à ce petit périmètre. Et on n'est pas dans une recherche que d'économie d'échelle, forcément un petit peu, mais c'est pas que le centre en fait. Aujourd'hui, cette fabrique, elle a d'autres avantages, déjà de s'intégrer en centre urbain. Donc aujourd'hui, c'est vu par la ville comme un véritable levier, et notamment de reconquête territoriale et de redynamisation, là en l'occurrence d'une zone d'activité qui fonctionnait pas bien, de redynamisation de l'économie locale dans une ville qui est plutôt allée vers une économie dortoir, alors qu'avant c'était un centre économique florissant. Donc reconquête à la fois psychologique et économique, mais au sens macro, et aussi de travailler, l'un des travaux notamment réalisés par l'université Gustave Eiffel, c'était de montrer l'impact sur le fonctionnement des villes, ce qu'on appelle le métabolisme urbain, et de voir
finalement, d'avoir cette production localisée là, qu'est-ce que ça a comme impact sur les flux de camions dans la ville? Donc finalement, ce que je voulais souligner là, c'est que avec ce projet-là, il y a aussi l'idée de montrer que de s'ouvrir vers d'autres formes de comptabilité, pas uniquement la comptabilité monétaire qui dit bah voilà, on va produire un maximum avec notre outil de production pour avoir les coûts minimums, mais il y a aussi d'autres comptabilités possibles. Comptabilité environnementale, comptabilité carbone, comptabilité attractivité, comptabilité bien-être des populations, qui sont aujourd'hui des comptabilités peu développées et peu outillées, mais qui sont absolument fondamentales si on veut s'intéresser au sort de notre vie dans les prochaines années, et notamment au changement climatique et à la chute énergétique dont parlait Romain. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Vraiment, c'est raconter une très belle histoire et elle a raconté avec beaucoup d'enthousiasme et à certains moments, pas de nostalgie, mais d'appropriation personnelle. Voilà. C'est sûr. Alors, du coup, il y a plein de questions. Une qui était venue tout à l'heure pour Jean et qui est revenue après en disant, mais finalement, dans l'histoire, on utilisait beaucoup la terre comme matériau de construction et pendant une période, on l'utilisait plus, à part l'exemple justement de l'île d'Abo. Est-ce que vous aurez une explication par rapport à cela ? Pourquoi? Ça, c'est une question, mais je vais poser toutes les questions les unes après les autres. Deuxième question, elle est vraiment pour vous, et précisément pour Sylvia. C'est finalement, qu'est-ce qui pourrait inciter une collectivité, une petite collectivité, c'est le terme utilisé, mais même si je sais qu'il n'y a pas de petite collectivité, à se lancer dans un projet comme Cycleterre. Alors, comme Cycleterre, aussi bien action innovante européenne, aussi un projet d'économie circulaire de cette dimension, de cette ampleur. Voilà. Je pense que la question veut dans les deux sens. Et troisième question que j'avais relevée, non, la troisième n'a pas beaucoup, parce que c'était sur les questions de logement social et tout ça. Non, on verra après si c'est important. Ouais. Alors, je vais répondre à la première, même si je ne suis pas la mieux placée pour dire pourquoi on n'a pas utilisé la terre. Mais bon, c'est quand même assez connu, c'est-à-dire que qu'on a cru là, sur le siècle dernier, notamment après la guerre, qu'on avait une richesse infinie. Donc, il n'y a plus de batterie. Et donc, qu'on n'avait plus besoin d'utiliser les ressources qu'on avait là à côté de nous et qu'on pouvait s'affranchir en fait du milieu sur lequel on bâtissait et passer à des rythmes de production très effrénés que permettait l'industrialisation, notamment du ciment. Donc, c'est vrai qu'on est passé. Donc, je pense que c'est le déterminant, mais Jean Detype pourrait mieux répondre. C'est à la fois le rythme. Donc, on est passé sur des productions industrielles très nombreuses, et puis aussi le fait de s'abstraire de la contrainte du lieu où on est. On s'est dit, en fait, on n'a plus besoin de ça parce qu'on est riche, on a le pétrole, on peut faire des trucs incroyables, on peut faire venir des matériaux de partout, on peut les concasser, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut les chauffer à 800 degrés, on est les rois du monde. Et en fait, là, on se rend compte que finalement, comme Romain citait une parenthèse, cette parenthèse, elle n'est pas finie, on est encore dedans, mais on commence à voir la fin. C'est comme quand, en l'étalement urbain, on était, c'est un peu le parallèle, on était sur des zones infinies de champs sur lesquels on construisait des villes, des extensions, et à un moment, on est arrivé à la fin des champs et il n'y en avait plus. Donc c'est un peu le même, donc le même parallèle, et du coup là on redécouvre et en même temps c'est plutôt positif parce que le BTP c'est pas un secteur aujourd'hui très attractif parce que justement le savoir-faire lié à la matière, au travail de la matière, à la découverte de la matière
a été quand même largement perdue. Et Sylvia disait un attrait pour les métiers de la terre crue. C'est un véritable facteur d'attrait parce que les gens, on a fait plein de salons de l'emploi avec des gens très peu qualifiés, ils sont très sensibles au fait d'avoir une matière qui ne va pas les intoxiquer, leur brûler les mains et les voies respiratoires. Voilà, une matière très sensible qui a vraiment un effet immédiat sur la personne. En fait, on l'utilise en thérapie, la terre, ça fait ressortir tout de suite les émotions. Et puis le fait de pouvoir mettre son savoir-faire. Et donc l'être humain qui travaille avec ces matériaux, eh ben, il voit qu'il a un impact et qu'il peut façonner la matière et qu'il compte dans l'histoire du bâtiment. Faire une pause d'1 quart d'heure, il faut que tu répondes en 3 minutes. Bah, très bien. Après, il n'y a pas de souci. On reprendra les questions. Vous m'entendez bien ? Donc il y avait 2 questions et pour faire plus court, je vais répondre à l'une des 2 seulement. Donc pourquoi une ville, une petite collectivité pourrait s'intéresser au fonds IA et postuler ? Alors il y a une taille minimale, je crois que c'est toujours 50 000 habitants, si ça n'a pas changé. Mais malgré ça, Sevran avait à l'époque 50 008 habitants quand on a candidaté, donc on était vraiment la plus petite ville. Pourquoi le faire ? Parce qu'en fait, UA, franchement, c'est vraiment sincère ce que je dis, ils mettent tout en œuvre pour qu'une ville de cette taille, en tout cas une ville qui n'est pas très structurée, puisse porter un projet de ce type. Parce qu'il y a donc un financement qui est important, un taux de financement à 80%, mais c'est aussi du préfinancement, de l'avance de trésorerie. Donc une ville comme Sevran, qui a vraiment des grosses difficultés financières, a pu gérer le projet IA sans se mettre en difficulté. Donc voilà, j'invite, c'est vraiment une initiative que je trouve extraordinaire. Je ne réponds pas à l'autre partie de la question parce qu'on va en discuter tout à l'heure.